personne à peu près sérieuse ne peut que faire le constat que, évidemment, il faut une décroissance matérielle, il faut une décroissance des flux énergétiques, il faut une décroissance des pratiques de consommation. Et quand on parle de décroissance, on parle de ça. Alors il y a toujours l'argument en disant « Ah oui, mais ça c'est bien une vision de riches, et les pays du Sud, on va pas leur intérêt à la croissance. » Mais il n'est pas question de ça. Ceux qui parlent de décroissance parlent des pays du centre industriel, capitaliste et consumériste, et ce qu'ils veulent faire décroître, c'est les fruits de matière de ces systèmes économiques. Toutes les courbes d'émissions de CO2, d'extraction de ressources, de pollution du milieu s'exacerbent. C'est le grand paradoxe de notre monde actuel. Depuis qu'on est devenu écologiste, les crises écologiques ne cessent de s'accélérer et de s'intensifier. Évidemment que toute technique a des impacts politiques et des impacts sociaux et des impacts environnementaux. Et faire des choix techniques, c'est justement faire le choix d'équipements, d'appareils, d'infrastructures qui ont le minimum. En fait, la question, c'est quel est l'impact d'un choix technique sur le monde. Et on devrait arbitrer à partir de là. Aujourd'hui, les choix techniques se font sur la base d'un arbitrage lié au marché. C'est ce qui permettra le taux de profit le plus important pour un certain nombre d'acteurs économiques. En fait, l'IA, c'est pas de l'intelligence, c'est des probabilités et c'est la capacité de recracher ce qui a été absorbé sur l'intégralité de ce qui est produit dans le monde par tous les contenus qui sont mis en ligne, etc. Puis bon, en plus, l'IA, il y a plein de Kazili et des sociologues qui montrent que c'est pas juste des processus magiques ou immatériels. L'IA, il faut nourrir la machine. C'est aussi la réinvention d'un nouveau prolétariat qui nourrit, qui fait marcher, qui fait travailler ces machines qui apprennent. Encore une fois, ça rejoue ce qui s'est passé dans les années 90 avec l'informatique et les débuts de l'Internet. C'est-à-dire que l'IA, c'est pas un truc magique. C'est des équipements techniques très matériels et c'est des consommations énergétiques gigantesques pour faire fonctionner tout ça. Alors derrière, il y a toute une série de promesses qui annoncent que grâce au progrès technique, il va y avoir une efficacité croissante qui fait que les coûts énergétiques vont diminuer, mais en même temps, comme la quantité de données et l'augmentation des usages, on est en plein dans ce qu'on appelle les effets rebonds. Pendant 2 siècles, les questions écologiques et environnementales et les coûts environnementaux et écologiques de nos infrastructures techniques d'automatisation ont pu être laissés sous le tapis parce que les matériaux étaient extraits de plus en plus loin et les déchets étaient rejetés, invisibilisés, et on pensait que ça serait absorbé, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, les limites planétaires font qu'on ne peut plus invisibiliser ces problèmes. Donc la question de l'IA, il faut la poser dans ces différentes dimensions. Le coût écologique, le coût environnemental et le coût social. Face au mur écologique dans lequel on est, vous avez quand même pas, il n'y a pas 50 solutions. François Jarige, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos actualités. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Suivez-nous aussi sur nos autres canaux, Instagram, Substack ou Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, François Jarige, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Bon, merci pour l'invitation d'abord. Alors me présenter, je suis historien. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Dijon et je m'intéresse à l'histoire des sociétés industrielles dans différentes dimensions. L'histoire sociale, l'histoire des mondes du travail, des ouvriers, des conflits sociaux, puis de plus en plus, depuis une dizaine d'années, l'histoire dite environnementale, autour des pollutions, des questions écologiques qui se posent au fur et à mesure de l'histoire de l'industrialisation. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier d'historien, dans cette thématique? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette voie? Ça, bon, après, je sais pas, hein, on sait jamais vraiment d'où viennent les choses, en fait. Qu'est-ce qui m'a poussé? Bon, j'ai toujours été passionné par l'histoire. J'ai l'impression que c'est la meilleure manière de comprendre ce qui nous arrive. Pour moi, l'histoire, c'est pas juste une curiosité érudite d'antiquaire, c'est éclairer le brouillard dans lequel on est aujourd'hui. Et comme on est dans un brouillard particulièrement intense aujourd'hui, on a de plus en plus besoin, à mon avis, d'histoire. Et donc moi, j'ai toujours été passionné par ça et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier par les hasards de la vie. Donc voilà. Et tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé depuis 20 ans dans mon travail d'historien, c'est des sujets qui à la fois m'intéressent par curiosité. C'est-à-dire que moi, je fais de l'histoire pour répondre à des questions que je me pose moi-même. Parce qu'il y a des choses qui m'étonnent, que j'arrive pas à comprendre, et ça devient des objets de recherche. Et une fois que ça devient des objets de recherche que j'essaye de m'expliquer à moi-même,
Bah, ça peut aussi aider d'autres qui se posent la même question. Donc ça peut devenir des livres ou des articles ou des interviews dans des podcasts divers et variés. Et donc bon voilà, moi j'adore le métier d'historien. Je trouve que c'est le rapport à l'histoire est fondamental. Et la société actuelle est paradoxale. C'est-à-dire qu'on est dans un moment à la fois très présentiste, complètement polarisé par le futur et par l'accélération spatio-temporelle du présent. Du coup, on est polarisé, la tête dans le guidon, dans nos préoccupations actuelles. Et en même temps, il y a un désir d'histoire qui s'exprime de plein de façons dans la société. En France, en tout cas, les livres d'histoire se vendent toujours très bien. Hein. Il y a une forte attente sociale parce que justement, l'histoire est un outil qui nous permet de nous décentrer de ce présentisme omniprésent aujourd'hui, puis qui nous permet de donner un peu de longue durée pour mieux appréhender les questions qu'on se pose, quoi. Et de descendre un peu au niveau émotionnel, puisque tout est très émotionnel aussi dans le débat, j'ai l'impression aujourd'hui. Et l'histoire permet de prendre un peu de recul et de se calmer un peu aussi. C'est vrai, ça c'est une bonne remarque. On pourrait dire ça. Alors le risque, c'est de considérer que l'histoire aboutit finalement à dépassionner ou à dépolitiser des enjeux en réinscrivant ça dans une sorte de longue durée, de normalisation, comme si tout avait déjà existé, donc finalement il n'y a pas besoin de s'exciter dans le présent. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça, au moment où tout le monde s'agite, où toutes les opinions s'expriment, l'histoire permet un peu de recadrer les choses, peut-être de hiérarchiser ce qui est important, ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas. Bon voilà. Donc en tout cas, bon, pour moi, tout le monde n'est pas obligé de partager cette opinion, mais en tout cas, c'est le meilleur outil à ma disposition pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Pour comprendre ce qui nous arrive, justement, nous allons en parler, hein, c'est les techniques, les machines, l'intelligence artificielle. Vous êtes beaucoup intéressé à ces thématiques. La notion de progrès aussi vous a beaucoup intéressé dans vos livres. Alors, commençons par cela. Qu'est-ce que le progrès, exactement ? Alors, la notion de progrès, en réalité, ne m'a pas tant intéressé que ça dans mes livres, mais j'y reviens nécessairement en permanence, puisque je propose une histoire un peu décentrée, désorientée, critique des 250 dernières années, qui sont les périodes au cours desquelles s'est installée de façon hégémonique une nouvelle représentation qu'on appelle progrès. Donc tout mon travail consiste d'une certaine manière à déconstruire les fausses évidences non questionnées autour de cette catégorie magique, générale, abstraite, métaphysique qu'on appelle progrès. Moi, pour moi, le progrès, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est une boîte noire qu'il faut ouvrir et déplier, parce que ça veut dire tout et son contraire. Alors, on peut l'aborder pour essayer de mettre de l'ordre quand même dans tout ça, et pour répondre à la question, on peut commencer par une définition historique. C'est ça, comment est née peut-être cette idée ? Voilà, bon. On peut aborder la définition de progrès en philosophe en essayant d'en donner une définition générale et abstraite, ou dans une perspective historique en essayant de suivre comment elle a émergé et quel sens les sociétés lui ont donné. Parce que le mot progrès a beaucoup varié dans le temps. Alors d'abord, je dirais une première chose, le progrès, c'est un rapport social au temps. C'est-à-dire que toute société construit ce qu'un philosophe qui s'appelle François Hartog appelait des régimes d'historicité. Un régime d'historicité, c'est la façon dont une société se représente et articule passé, présent et futur. Et il existe énormément de manières possibles d'articuler le passé, le présent et le futur. On peut le penser comme un déclin, c'est-à-dire que le futur sera nécessairement pire que le présent et le passé, parce que le passé, il y avait un âge d'or supposé. On peut l'imaginer de façon cyclique. Le futur est toujours le retour au point de départ. Il y a plein de sociétés qui se représentent le temps comme quelque chose de cyclique, au rythme des saisons, des cycles géologiques et géophysiques du monde. Bon. Et puis on peut se représenter le temps comme une flèche qui va de l'avant dans le sens d'une amélioration continue. C'est ce qu'on appelle progrès. Donc c'est un régime d'historicité caractéristique de la modernité européenne, occidentale, qui va se mondialiser au cours du XXe siècle. Qui n'existait pas avant, en fait. Voilà. Mais donc il y a un point important à souligner, c'est que c'est une construction socio-historique et une manière possible, parmi une infinité d'autres, de se représenter cette articulation entre passé, présent et futur. Donc c'est un premier point important. C'est-à-dire que le progrès n'est pas ontologiquement consubstantiel à l'être humain, à sa façon de se représenter le monde. C'est une façon de se représenter le monde qui a été située historiquement. C'est ça l'emmerdement avec les historiens, c'est qu'ils passent leur temps à expliquer que ce qui peut paraître comme des évidences non questionnées sont le résultat de processus historiques de construction. Donc à cet égard, si on rentre dans l'histoire de cette construction, de ce nouveau régime d'historicité, alors il y a des débats, on peut le faire remonter à différentes époques. Est-ce que il y avait déjà une certaine conception du progrès dans l'Antiquité, chez certains auteurs
dans certains, quelle est la relation entre cette représentation du progrès et le catholicisme, la théologie. Bon, il y a plein de débats, mais globalement, c'est entre la Renaissance, la révolution scientifique du XVIIe siècle et du Lumière qu'émerge le régime moderne d'historicité progressiste, c'est-à-dire l'idée que l'histoire va dans le sens d'une amélioration des conditions d'existence, comme une sorte de flèche et d'évolution inéluctable. Au départ, le progrès, c'est un terme neutre. Progresser, c'est notamment employé à la fin du Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance, pour désigner une armée qui progresse. Ça veut dire avancer. Pas forcément dans un sens avec un jugement moral ou un sens positif. Ça veut juste dire le fait d'avancer. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, apparaît l'idée que le progrès est un horizon désirable et possible. Et le progrès devient une idée qui va notamment être portée à l'époque des Lumières comme un horizon d'émancipation. Le progrès, c'est la possibilité d'un avenir meilleur par l'émancipation à l'égard des tutelles religieuses, tutelles politiques, qui caractérisent les sociétés anciennes. Mais et les philosophes des Lumières vont commencer à imaginer un progrès possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des sociétés qui est fermée, qui est clos sur sa propre reproduction, mais les sociétés sont potentiellement ouvertes et peuvent se transformer. Mais à l'époque, au XVIIIe siècle, le progrès n'est pas identifié au progrès des forces productives, au progrès des techniques, à la dernière machine ou dernière innovation mise sur le marché. Le progrès, c'est d'abord le progrès des savoirs, le progrès des libertés publiques, le progrès du commerce, des échanges, de la paix entre nations, etc. Tout ça aboutit avec la Révolution française. La Révolution française, c'est le progrès en acte, dans le sens où un acte de la volonté individuelle d'individus arrive à renverser les tutelles politiques et religieuses et à mettre à bas l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'apparaissent ces catégories. Ancien Régime, Révolution, République, c'est-à-dire un nouveau régime d'historicité qui fait qu'on peut se projeter vers l'avenir, finalement rompre le destin pour construire un futur autre. Donc ça, c'est l'invention du progrès. Ensuite, le progrès a deux autres phases. Au XIXe siècle, on peut considérer que cette idée de progrès qui a émergé, notamment dans un certain milieu intellectuel, certaines élites philosophiques qui essayent de penser l'émancipation, l'idée de progrès au XIXe siècle va connaître deux évolutions majeures, au cours notamment du milieu en Europe de l'Ouest, au milieu du XIXe siècle. D'abord, cette idée va se diffuser, se généraliser comme une nouvelle représentation partagée du temps. Je ne pense pas que les paysans suisses ou français du XVIIIe siècle se représentaient le temps dans cet imaginaire spontané du progrès. C'est difficile de savoir comment un paysan du XVIIIe siècle se représentait le temps et quel régime d'historicité il avait, mais c'était sans doute pas celui du progrès, cette idée de progrès portée par les philosophes des Lumières. C'était sans doute un temps beaucoup plus cyclique, justement, articulé aux saisons, aux travaux agricoles. Lié à la nature, en fait. Et évidemment au cycle naturel, qui était consubstantiel et intimement relié à tous les aspects de la vie, du travail, de l'autosubsistance, etc. Bon, ce qui se passe, c'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle, cette idée de progrès se généralise et devient un nouvel imaginaire partagé, commun, de moins en moins questionné et de plus en plus évident. Et puis, deuxième chose, c'est que cet imaginaire du progrès va être de plus en plus ramené à une dimension du progrès qui va devenir de plus en plus prépondérante et dominante, jusqu'à écraser ou déterminer toutes les autres. C'est le progrès des techniques, de l'industrie, de la capacité que les sociétés humaines ont à modifier, contrôler et transformer leur environnement par toute une série d'artefacts qui leur donnent une nouvelle puissance d'agir. Bon, ça, c'est très intéressant. Et ça va aboutir à la fin du 19e, au début du 20e siècle, à une sorte de, ce qu'on va appeler dès cette époque-là, une idéologie du progrès. C'est-à-dire le progrès devient une idée commune, évidente, spontanée, non questionnée, une sorte de seconde nature, de seconde peau, de façon de se représenter le monde. Donc une idéologie, c'est plus seulement une idée promu pour sortir des tutelles, s'émanciper, ça devient une idéologie qui est complètement incorporée par les individus et qui devient aussi un nouveau fatalisme. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'au XIXe siècle, c'est opéré une sorte de sécularisation de l'ancien fatalisme théologico-politique chrétien sous la forme du progrès comme une nouvelle religiosité moderne qui s'inscrit dans une logique du fatalisme. On remplace Dieu par le progrès. On remplace Dieu par le progrès qui lui-même a ses prêtres, ses entités, ses manifestations et qu'on ne peut pas arrêter. Vous voyez, cette idée que le temps, c'est le moment, fin du 19e siècle, où le progrès devient une locomotive, la métaphore de la motomotive. C'est-à-dire un gros truc qu'on ne peut pas arrêter. Qu'est-ce que vous voulez faire ce que vous voulez. Et le progrès est de plus en plus arrimé à un certain nombre d'innovations et couplé à un nouveau modèle économique et industriel. Et
Le progrès de la paix dans le monde, le progrès social, le progrès dans toutes ces dimensions, est ramené en fait à la capacité des techniques à faire advenir ces différentes dimensions du progrès. Alors, je suis un peu long, mais troisième dimension. Donc là, on a vraiment la stabilisation d'un imaginaire progressiste, d'une idéologie partagée, commune, peu questionnée, qui se retrouve très facilement à la fin du XIXe siècle. Le progrès est partout. C'est-à-dire que les hôtels s'appellent l'hôtel du progrès, la presse, le progrès de Lyon. Le mot progrès devient un idiome qui circule dans des tas d'espaces. C'est vertigineux. Et alors, ce qui se passe au XXe siècle, et on est nous-mêmes le produit de cette histoire, au cours du XXe siècle, cet imaginaire et cette idéologie du progrès atteint en quelque sorte son apogée, mais ne cesse d'être questionné et contesté. Parce qu'effectivement, après la Première Guerre mondiale, on a Spengler qui écrit le déclin de l'Occident et qui parle de civilisation cyclique. Voilà. Bon, évidemment, l'expérience de la Première Guerre mondiale, l'expérience de la grande crise économique des années 1930, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, des camps de concentration, de la bombe nucléaire, tout ça remet à mal l'idéologie du progrès qui s'était installée à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et évidemment, les constats que le progrès est une fable, que le progrès s'est fissuré, que le progrès est un mythe, existe dès l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, après 1918, beaucoup d'intellectuels, un peu partout en Europe, font le constat que, oui, la civilisation occidentale s'est effondrée, ou que la guerre a révélé les contradictions du progrès, les impasses du progrès, etc. C'est un discours qui devient récurrent. Chez Orwell, dans les années 1930, on trouve aussi cette critique très nette du progrès. C'est l'époque où apparaissent toute une série de penseurs, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suisse, plein de penseurs désabusés, critiques à l'égard de cette idéologie de progrès. Publie, enfin, c'est un lieu commun. Et d'une certaine manière, plus personne ne croit à cette vision du progrès naïve. Et en même temps, elle ne cesse d'être articulée. Et elle ne cesse d'être réactivée. C'est-à-dire que la grande exposition universelle à Chicago, c'est en 1931, met le progrès à toutes les sauces, tente de relancer l'imaginaire du progrès. La science découvre, l'homme applique, et c'est le centenaire du progrès. Parce que c'est le nom de l'exposition universelle de Chicago. Et en même temps, voilà, le progrès, on rentre dans ce moment où il est traversé par une antinomie profonde. Et il est critiqué de toutes parts, il semble mort et déjà complètement enterré, et en même temps il ne cesse d'être relancé, parce qu'à mon avis, à partir de ce moment-là, et depuis le début du XXe siècle, en fait, le progrès est devenu un outil marketing, et un outil de discours, d'accompagnement, pour fourguer de la marchandise, pour trouver des marchés, pour créer du désir, pour développer des promesses, hein, et il sert à ça. Par l'automobile peut-être ? Alors, c'est ce que je m'étais amusé à voir, notamment dans un article où je m'étais amusé à reconstituer l'histoire de cette formule qui est « on n'arrête pas le progrès ». D'où vient cette formule « on n'arrête pas le progrès ». Et quand on la suit, ce qui est intéressant, c'est que la première occurrence véritable de cette idée, l'idée de progrès apparaît vraiment dans les années 30-40, 1830-1840. Le mot progressisme apparaît à ce moment-là. Le mot progressiste pour désigner dans le champ politique ceux qui seraient les progressistes par rapport à ceux qui seraient les réactionnaires, c'est-à-dire qui voudraient revenir à avant la Révolution française et aux conquêtes démocratiques de cette époque-là. Dans les années 30, les premières occurrences de On n'arrête pas le progrès, c'est notamment en 48, après la Révolution de février 1848, qui installe le suffrage universel, qui abolit l'esclavage dans l'Empire français, après l'Empire britannique qui l'avait aboli plusieurs décennies avant. Et là, il y a des républicains, au moment où les conservateurs commencent à gagner les élections, qui disent « de toute façon, on n'arrêtera pas le progrès, on ne pourra pas revenir sur la République, les droits démocratiques, etc. » Bon, manque de bol, 2 ans après, il y a un coup d'État par Napoléon Bonaparte, qui instaure l'Empire, qui restreint les libertés publiques, qui maintient le suffrage universel, mais dans des conditions telles qu'il n'a aucune effectivité, quoi. Bon, donc le progrès a été arrêté. Bon, donc, alors, et cette idée de progrès, donc, dans un sens politique, vous voyez. Et à partir de 1880, bon, l'expression disparaît, on ne l'utilise plus, et en fait, elle ressurgit massivement à la fin du 19e siècle, et là, on la trouve quasiment tout le temps dans la presse, et notamment dans la presse automobile, et dans toute une série de journaux à grand tirage, qui installent cet imaginaire du progrès. Et on utilise l'expression notamment quand il y a des controverses sociotechniques. Lorsque l'automobile apparaît dans les années 90, tout le monde se demande à quoi ça sert, cet équipement de mobilité extrêmement coûteux, extrêmement dangereux, avec un rendement déplorable, qui écrase les poules dans les campagnes, qui menace la circulation. Enfin, il y a un énorme débat sur l'automobile et le sens qu'a cet équipement qui ne pourra pas être généralisé à toute la population et qui est une sorte de loisir de luxe pour une minorité. Et là, les
les lobbies d'intérêt autour de l'automobile, les automobiles clubs de France, se passionnent pour l'automobile et luttent contre toute limitation, encadrement et interdiction de l'automobile. Parce qu'il y a plein de municipalités qui prennent des lois, des décrets, des décisions pour limiter drastiquement la vitesse, pour encadrer l'usage de cet objet technique. Parce qu'ils trouvent dangereux aussi. Ah, parce qu'elle est dangereuse. Parce que l'automobile est fondamentalement dangereuse. Il ne faut pas oublier, parce que nous, on est tellement dans le monde de l'automobile qui est devenu une sorte d'évidence, un rapport au monde médiatisé par cet objet. Mais dans les années 1890-1914, l'automobile, il y en a très peu en Europe. Les Américains vont commencer à mettre en place des techniques de production plus massives, mais en fait, il y en a très peu. Et c'est d'abord des outils pour sportifs, plutôt que d'outils de mobilité quotidien. D'une part parce que les routes ne sont pas adaptées, la chaussée n'est pas adaptée à l'automobile. Donc ça crée plein de problèmes, il y a plein de morts. Les premières courses automobiles vont être interdites en France parce que ça fait trop de morts sur les routes. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va construire les premiers circuits fermés pour sécuriser, parce qu'au départ, les premières courses automobiles pour tester les véhicules, en fait, Paris-Bordeaux, Paris-Rouen, c'était sur les voies. Et ça faisait des morts. Et donc, les autorités vont interdire les courses automobiles, ce qui provoque un scandale auprès des automobiles clubs de France et de toute la bourgeoisie qui se passionne pour cet objet technique. Bon, et du coup, l'expression « on n'arrête pas le progrès » naît vraiment dans ce genre de contexte. Et lorsqu'il y a toute une série de débats au moment de la deuxième révolution industrielle, lorsqu'apparaît l'électricité, l'automobile, qui sont des trajectoires techniques qui questionnent, qui interrogent, qui suscitent des désirs de réglementation et d'encadrement. Et on va en fait naturaliser ces évolutions techniques en les inscrivant dans un progrès qu'on n'arrête pas. L'automobile est la pointe avancée de ce qu'on appelle progrès. Donc comme on n'arrête pas le progrès, ça sert à rien d'arrêter l'automobile. Vous allez vous mettre en retard dans la compétition internationale, vous avez etc. Et ça je sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est très net. Alors donc au XXe siècle, on assiste à des cycles de fermeture, d'enterrement de cette notion de progrès et de résurgence. Après 1945, l'idée de progrès renaît massivement autour évidemment de la société de croissance de l'après-guerre, ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Et de l'idée d'innovation aussi qui est liée à ça. Alors justement oui, mais l'idée d'innovation va surtout surgir dans la phase d'après en fait. C'est-à-dire que, 1945, la reconstruction, on pense que le progrès est relancé, qu'on a trop tiré les leçons de l'histoire, qu'on renouvellera pas les délires des deux guerres mondiales et du nazisme, qui sont eux-mêmes des produits du progrès du 19e siècle. Valéry disait en 1919, la Première Guerre mondiale a révélé les impasses de la barbarie mécanique. Parce que c'est une guerre industrielle totale qui a mis tous les progrès du 19e siècle au service de la destruction, quoi. Et donc après 45, on pense que grâce à la paix, aux institutions internationales, à la nouvelle conscience que les Européens ont acquis, on allait sortir de ce monde-là. Donc l'idée de progrès est relancée, on trouve ça dans les expositions, dans les médias, dans les discours publics. Les années 70 sont un nouveau moment où l'idée de progrès est enterrée. Après, entre le choc pétrolier, les premières alertes écologiques, l'idée de progrès se fissure et les discours critiques se multiplient, acquièrent une nouvelle visibilité, une nouvelle audience. Or, on va assister à une nouvelle relance de l'idée de progrès dans les années 80-90. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'arrivée de la mondialisation censée être heureuse et d'un nouvel univers technique autour de l'informatisation puis du numérique, tout ça doit créer en fait un monde de progrès qui permettra de résoudre les impasses et les contradictions du vieux monde industriel. D'où tout le baratin, tout le discours autour de ce qu'on appelle la société de la connaissance, le monde de l'immatériel. C'est-à-dire qu'on était rentré dans un monde, à la fois, tous les termes clés des années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça paraît un peu vieillot déjà aujourd'hui, même s'il y en a qui ont continué de parler comme ça, on était rentré dans la société de la connaissance, avec les autoroutes de l'information, dans une société immatérielle, une société de la fin de l'histoire par la paix universelle à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique qui devait faire que le modèle de la démocratie libérale se généraliserait dans une sorte de mondialisation pacifiée, etc. Tout ça a articulé un nouveau système technique qui devait résoudre les contradictions du vieux système technique industriel qui était polluant, sale, fondé sur des métaux, des sources d'énergie dégueulasses, alors que l'Internet et le numérique devaient être propres, voler au-dessus dans le ciel des idées sans avoir aucun impact. Et même résoudre la crise écologique qui avait déjà surgi au cœur des politiques publiques avec l'invention du développement durable. 1987, rapport Brundtland, on invente le développement durable. C'est en réponse à toutes les alertes et toutes les critiques écologiques des années 70. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est maintenir, relancer le progrès et la croissance économique en découplant la croissance de ses impacts environnementaux. Grâce à quoi? Grâce à l'innovation, qui doit permettre ce qu'on appelle le découplage. C'est-à-dire une croissance sans pollution. Et ça, c'est le mythe du développement durable. Et c'est à ce moment-là que le thème de l'innovation, qui est un vieux mot, mais en fait qui
Parce que le progrès est toujours articulé à chaque époque à des lexiques associés qui évoluent et différenciés. À la fin du XIXe siècle, on parlait du machinisme comme point avancé du progrès. Dans les années 80-90, le terme magique, c'est le terme d'innovation qu'on va mettre à toutes les sauces et qui devient la condition de possibilité d'un nouveau progrès relancé. Et l'innovation, c'est de plus en plus numérique, le monde de l'informatique au sens large, puis voilà, et puis après il y a l'Internet qui arrive au début du XXe siècle. Et on est dans ce moment, en gros, voilà, j'y vais un peu à l'âge tout en étant déjà trop long, mais on est aujourd'hui dans ce moment un peu post-fin du XXe siècle, où en fait les promesses progressistes de cette époque-là se sont à nouveau effondrées, autour de 2010, entre le retour des conflits géopolitiques globaux, la question du terrorisme, autour des crises économiques successives, autour de la prise de conscience que ce qu'on appelle le numérique, c'est pas une économie de l'information immatérielle. Et en fait pollue. Mais c'est une relance du processus industriel le plus extractiviste et polluant qui soit, même infiniment plus. Et on se rend compte à ce moment-là que depuis qu'on a commencé à faire du développement durable, toutes les courbes d'émissions de CO2, d'extraction de ressources, de pollution du milieu s'exacerbent. C'est le grand paradoxe de notre monde actuel. Depuis qu'on est devenu écologiste, les crises écologiques ne cessent de s'accélérer et de s'intensifier. Donc on est depuis 10 ans dans ce moment tout à fait étonnant et paradoxal, où le progrès est mort à nouveau, et la plupart des gens n'y croient plus. Et d'ailleurs, le mot est de moins en moins employé, ou avec gêne, ou alors... On parle plus d'innovation, effectivement. Alors voilà, aujourd'hui, le mot valise clé, c'est l'innovation, qui est devenu un peu le substitut à ce mot progrès qui a été démonétisé, même s'il ne cesse aussi d'être relancé. Je veux dire, le président Macron parlait de relancer le progrès, du nouveau progressisme. Il y a des hommes politiques en France qui voulaient créer un parti progressiste. Donc on réactive ce lexique parce qu'on n'arrive pas à s'en défaire totalement. Et en même temps, voilà, plus personne n'y croit. Et donc, on est dans ce moment paradoxal qui explique aussi une grande partie du brouillage idéologique, intellectuel et politique dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on continue de fonctionner sur le vieux logiciel né au XIXe siècle, donc identifiant progrès à puissance des techniques, ce qu'on appelle aujourd'hui le technosolutionnisme, et en même temps, tous les signes et tous les constats du non-fonctionnement de ce mécanisme est observé par tout le monde tous les jours. Donc voilà. Quelles sont les têtes de proue du progrès actuel, du progressisme actuel? Alors, tête de proue, alors je sais pas, parce que justement ça dépend de quoi on parle quand on parle du progrès. Alors avant de répondre, je voudrais revenir sur un autre point peut-être quand on parle du progrès. Voilà, pour moi le progrès, donc c'est ça, c'est cette histoire. Là, j'ai essayé de faire une sorte d'histoire un peu... de définition historique du progrès, c'est-à-dire il n'y a pas de définition générale et abstraite du progrès, en dehors de cette idée que c'est un rapport au temps. Il peut y avoir qu'une définition contextualisée. Parce que le progrès, en fait, est une catégorie qui change en fonction des usages, des contextes et des têtes de proue qui la promeuvent. Et il faut toujours s'intéresser à quoi sert l'utilisation de ce concept, par qui il est utilisé. Alors, quand on parle du progrès, le problème, c'est que c'est une catégorie trop générale. C'est ce que disait déjà Charles Fourier dans les années 1830, lorsque les économistes libéraux commencent à parler de progrès. Charles Fourier, socialiste, fouriériste, etc., disait « Qu'est-ce que c'est ce jargon de progrès ? Ça ne veut rien dire, le progrès. Progrès par rapport à quoi ? Progrès pour qui ? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait préciser à chaque fois de quel progrès on parle. Par ailleurs, le progrès, ça c'est Élisée Reclus, géographe anarchiste du début du XXe siècle, qui le disait, tout progrès se paye d'un régret. Le mot progrès a connu une grande postérité. Le mot régret a été oublié, invisibilisé, et n'est jamais employé. Et moi, je militerais pour une revalorisation de cette notion de régret. C'est-à-dire que ce qu'on appelle progrès, et c'est l'ambivalence profonde du progrès. C'est-à-dire le progrès pour les classes moyennes sup ou les classes supérieures aujourd'hui, c'est la baisse des impôts. Pour les milieux populaires, le progrès, c'est avoir une assurance sociale et des services publics à peu près accessibles. Donc évidemment, chaque groupe social a une définition du progrès qui varie. Par ailleurs, le progrès, si on parle du progrès social, c'est-à-dire de l'égalisation des conditions, des politiques de redistribution, c'est pas la même chose que si on parle du progrès technique. Le problème, c'est qu'on a eu tendance historiquement à agréger toutes ces transformations socio-historiques dans une même entité générique. Ce qui fait que ça crée un brouillage. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que justement, les têtes de proue d'un certain progressisme sont devenues les têtes de proue de la pire pensée réactionnaire. Et c'est ça le paradoxe. Donc prenons l'exemple de Elon Musk. Je veux dire, Elon Musk, il y a encore 5 ans,
il était considéré comme le symbole du progrès en marche, qui était en train de révolutionner le marché de l'automobile avec ses voitures électriques, qui relançait la conquête spatiale, qui mettait sur le marché la modernité technique qui annonçait le progrès du XXIe siècle. Et aujourd'hui, Elon Musk, il en est réduit à faire des gestes néo-nazis et à tenir les pires positions conservatrices en matière sociale, en matière de liberté, en matière... Donc voilà, c'est ça. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que les nazis étaient des progressistes sur le plan technique. C'est-à-dire que comment le nazisme s'est justifié dans les années 30 ? Vous avez fait une émission avec le camarade Chapoutot. Les nazis pensaient que, justement, il fallait un régime autoritaire et fort pour contrôler la puissance technique et que les démocraties libérales étaient trop faibles. C'est-à-dire pour faire advenir le progrès technique, la modernité technique dans toutes ses possibilités, il fallait en fait un régime fort et autoritaire. Et les ingénieurs en Allemagne se sont massivement ralliés au nazisme. Donc il y avait un progressisme technique qui coexistait avec un conservatisme et une réaction politique terrible. Et les deux ne sont pas contradictoires. Et c'est ça, je pense, qui est important à comprendre. Et comment expliquez-vous, alors vous parliez du mythe du développement durable, comment expliquez-vous aussi que certains écologistes ne se rendent pas compte des contradictions justement de cette technique moderne, du numérique, et ne pointe pas plus du doigt le problème des matières premières, le problème des pollutions concrètes, en fait, sur les eaux, sur les sols de ces techniques. Bon, après, je ne sais pas à qui vous faites référence et quels sont les écologistes. Les écologistes, souvent en politique, les partis politiques. On a effectivement des écologistes décroissants, on pourra en reparler. Mais il y a tout un mouvement, je dirais, dominant de l'écologie qui est plutôt pour les technologies vertes et ce genre de choses. Bon, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Moi, déjà, le premier point, en fait, le problème avec la notion d'écologiste, c'est qu'elle devient de plus en plus floue à partir du moment où tout le monde est écologiste. Donc là, il y a tout le monde se revendique de l'écologie aujourd'hui et invente une manière de qualifier l'écologie. Même l'extrême droite française aujourd'hui se présente comme écologiste. Donc il y a les écologistes progressistes, il y a les écologies... Enfin, c'est un grand brouillage quand même. Bon, déjà, historiquement, les écologistes sont les premiers à avoir pointé les effets induits, les effets rebonds des systèmes techniques. Donc pour moi, j'ai envie de défendre les écologistes, y compris les écologistes politiques, qui sont malgré tout les seuls, même si c'est timidement, à pointer dans leur discours les contradictions, et notamment les impacts environnementaux d'un certain nombre de choix techniques. Parce que malgré tout, en France, c'est même, en tout cas la majorité des Verts sont les seuls à avoir insisté lors des débats sur la 5G, sur le fait que tout ça allait installer un réseau numérique avec un coût environnemental considérable, là où tous les autres partis étaient dans un technosolutionnisme borné et vraiment bas du front, quoi. Mais pourquoi les écologistes ne se positionnent pas sur ces sujets davantage ? Parce que, précisément, ils sont pris dans une compétition électorale à courte échéance. Et aujourd'hui, dans le débat public, à contester le progressisme technologique, c'est la meilleure manière de vous faire considérer comme réactionnaire. Par ailleurs, on est dans un moment où le numérique est devenu une sorte de seconde peau, de seconde nature, et parler de façon critique du numérique, c'est pas la meilleure manière de créer du désir dans une société qui est totalement numérisée, par laquelle la communication passe par le numérique. Le milieu militant aujourd'hui passe intégralement par les boucles Signal, WhatsApp et toute une série d'outils numériques et d'interfaces numériques. Et je pense que les écologistes politiques mainstream qui aspirent à des prises de pouvoir et à gagner les élections font preuve d'une énorme prudence et euphémisent leur discours sur ces sujets parce qu'ils sentent bien que c'est un piège électoral et que c'est l'un des cœurs du problème. Mais c'est un des cœurs du problème plus fondamentalement de l'écologie politique depuis son origine. C'est-à-dire que l'écologie politique, c'est un discours et une idéologie politique fondée sur le réalisme des sciences de la nature. Or, le problème, c'est que le réalisme des sciences de la nature aboutit à des constats tellement déprimants et contradictoires avec les horizons d'émancipation consuméristes qui se sont développés au XXe siècle que c'est extrêmement difficile de positionner l'écologie dans le discours politique actuel. Donc pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'eux-mêmes sont pris dans le technosolutionnisme facile. C'est-à-dire que face au mur écologique dans lequel on est, vous avez quand même pas, il n'y a pas 50 solutions. Alors on va le dire, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais bon, il faut bien...
il n'y a pas 50 solutions. Il y a soit on ralentit et on réduit les flux de matière et les niveaux de consommation, de production, avec tout ce que ça implique comme renoncement, comme coût, y compris social, comme C'est ce que certains appellent décroissance, d'ailleurs. Et c'est d'une manière ce qu'on peut appeler décroissance. On pourra revenir sur l'histoire de cette notion qui est intéressante. Et une autre manière de dire, c'est le développement durable. Puis on a parlé de croissance verte. Aujourd'hui, on parle de transition. C'est l'idée de poursuivre la même trajectoire parce que notre mode de vie n'est pas négociable. Et la seule manière de faire, c'est de s'en remettre à un miracle technologique. C'est-à-dire, c'est ça. Et donc, c'est quasiment religieux. C'est une croyance, comme vous disiez pour le progrès au XIXe siècle. C'est la continuité de cette croyance. C'est-à-dire que, en fait, on est tellement face à un mur de contradictions sociales, géopolitiques globales, environnementales, massives, qui écrasent tout ça, que s'il n'y a pas ce miracle technologique, c'est-à-dire qui va nous permettre de découpler, un miracle technologique qui va nous offrir l'énergie en abondance, qui va nous offrir les technologies pour décarboner, qui va nous offrir les technologies pour nettoyer, qui va nous permettre de consommer sans polluer. Voilà. Oui, d'enlever le plastique des océans, par exemple. Enlever le plastique des océans, mais les exemples sont innombrables. Et évidemment, pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus... D'une part, il y a ce technosolutionnisme, il permet d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc évidemment, il est dominant, parce que... Le technosolutionnisme, ça veut dire que on va trouver des solutions techniques. Et des solutions techniques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vendre de la marchandise pour résoudre des problèmes. Et les problèmes deviennent des sources de profit potentiels. Donc, une solution qui permet en plus de maintenir le taux de profit, évidemment, c'est la solution qui va être promue par les acteurs économiques. Les hommes politiques eux-mêmes sont dépendants des solutions que proposent et des promesses que font les acteurs économiques. Ça aboutit à ce que, au lieu de réfléchir à comment réduire nos consommations d'énergie, on va relancer le nucléaire, investir 30 milliards dans la filière hydrogène, faire rêver les gens avec des avions qui sont censés voler avec de l'hydrogène, ce qui n'a aucun sens, et les ingénieurs le savent. Et voilà. Et donc, mais ça permet de montrer qu'on a pris sur le monde. On va faire des grands programmes d'investissement de dizaines de milliards d'euros pour développer l'IA, pour développer tel truc, qui sont censés optimiser les flux de matière pour réduire les coûts environnementaux. Et ça permet de montrer qu'on agit. Qu'on agit tout en maintenant le développement, la croissance. Et le système extractiviste aussi, du coup. Et le système extractiviste. Bien sûr, mais le système extractiviste, de toute façon, est inhérent à tout ça. Il est toujours derrière tout ça. Et en même temps, il est toujours invisibilisé. Parce que l'extraction, et c'est d'ailleurs tout l'un des enjeux aujourd'hui de la réindustrialisation de l'Europe, c'est que l'histoire du système extractiviste, ça a été l'histoire de son extériorisation de plus en plus hors d'Europe. Donc on a invisibilisé les délocalisations, effectivement. Les délocalisations, ce qu'on a appelé la désindustrialisation des années 70, c'était le déplacement dans les pays du Sud des activités extractives qui ont nourri le développement économique de l'Europe. Et cette idée qu'il y avait toujours des nouvelles frontières, qu'elle allait permettre de repousser les limites environnementales en trouvant de nouvelles ressources ou en rejetant toujours plus loin les déchets de nos activités, c'est l'un des cœurs du problème actuel, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles frontières. Donc les progressistes technosolutionnistes les plus débridés imaginent l'espace. C'est ça, aller chercher des matières premières dans les supernovas. Ce vieux mythe qui est relancé aujourd'hui avec le retour de la conquête spatiale, donc aller coloniser Mars, aller trouver des métaux miraculeux. Alors bon, en fait, on ira plutôt les chercher au fond des océans et dans le Grand Nord, mais si on entretient l'idée qu'on va pouvoir aller chercher dans l'espace, bon, le problème est réglé, quoi. Donc il y a cette idée, mais le problème c'est que tout le monde sait aussi qu'en fait cette frontière spatiale, c'est un mythe. C'est un mythe, mais qui réactive le vieil imaginaire du progrès, technosolutionniste, etc. Et d'une certaine manière, c'est très rassurant. C'est-à-dire que c'est très rassurant parce que l'ampleur des difficultés, des paradoxes, des contradictions dans lesquelles on est pris sont telles que il vaut mieux plus y penser et s'en remettre aux faiseurs de solutions. C'est-à-dire que c'est aussi déstabilisant de se dire... ça paraît une machine inarrêtable. Et bien sûr, mais c'est tout à fait déstabilisant pour tout le monde. Alors, pendant quelques années, les journalistes ont parlé de l'éco-anxiété pour psychologiser cette espèce de détresse qui s'emparait de tout le monde. Et des jeunes en particulier. Et des jeunes en particulier. Bon, alors, ça a créé on a parlé de l'effondrement, la collapsologie, l'éco-anxiété, on a pathologisé tout ça. Aujourd'hui, on est déjà dans tous les ans, ça change, on est déjà dans la phase d'après où il y a une sorte de déni ou de fatalisme qui s'est réinstallé. Bon. Donc on est déjà passé à autre chose quasiment en quelques mois, en quelques années. Mais bien sûr, tout ça crée des problèmes psychologiques individuels. C'est-à-dire qu'on est à la fois démunis, on est face à des problèmes qui nous dépassent tous, et y compris les hommes politiques, et y compris les milliardaires de la tech tout puissants et prométhéens. Et donc face à des problèmes qui nous dépassent, parce qu'ils sont d'une complexité
extraordinaire. Et il faut accepter de savoir dire qu'on ne sait pas, personne n'a de solution. Ceux qui ont la solution, c'est des menteurs, parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Mais bon, en tout cas, voilà, ceux qui ont quelque chose à vendre et qui multiplient les promesses, bah, ils arrivent à obtenir des financements, des budgets, des positions, des postes, et donc c'est tout bénef. Donc vous aurez toujours des gens qui vous vendront des promesses pour résoudre le problème simplement, pour apporter une réponse simple à des problèmes complexes. Et ça rassure tout le monde, parce qu'on n'a plus besoin de réfléchir au problème, on n'a plus besoin de réfléchir à comment modifier fondamentalement notre rapport au monde. Il suffit de s'en remettre à tel génie, tel entrepreneur et telle politique, et les trois réunis arriveront à trouver la solution, quoi. Il est aussi difficile d'imaginer qu'une fois une technique adoptée massivement, on puisse revenir en arrière et s'en défaire, ou on pense à l'électricité par exemple, ou voire même au téléphone portable. Ça semble difficile de s'en passer aujourd'hui, une fois qu'on les a. Ah, tout à fait. Mais ça, c'est les logiques, les effets cliqués, les effets d'irréversibilité qui sont très puissants. Parce qu'une technique, c'est pas juste un objet individuel qu'on utilise ou pas. Une technique, ça crée tout un environnement de pratiques sociales, de rapport au monde. C'est ce que disait Jacques Ellul, notamment. Ouais. Ah, mais c'est ce que disait déjà très bien Jacques Ellul de plein de manières dans ses ouvrages qui s'étaient d'ailleurs inconnus, invisibles dans les années 50, qui ont acquis une énorme visibilité dans les années 70. L'histoire de la réception et de Jacques Ellul est une bonne manifestation des débats sur le progrès. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est mis de côté, oublié, invisibilisé. Il y a des moments où il ressurgit. Aujourd'hui, tous les ouvrages de Jacques Ellul ont été republiés c'est devenu des best-sellers, ouais. Depuis 10 ans de façon assez spectaculaire, tout en étant quelqu'un qui reste très critiqué, marginalisé. Bon, on va pas parler, on pourrait faire une émission sur Jacques Ellul, c'est intéressant. Pourquoi on disait ça? Ah oui, c'est difficile de se passer des objets. Donc oui, c'est ça, parce qu'un objet, c'est pas juste quelque chose qu'on utilise ou pas. C'est quelque chose qui refaçonne le monde, qui remodèle le monde. Donc l'automobile, elle a créé, elle a remodifié les villes, elle a modifié les modes de transport, elle a modifié la relation entre, donc c'est pas juste un objet qu'on utilise ou pas, c'est un objet qui façonne le monde. D'une certaine manière, c'est exactement la même chose qui se passe avec le portable. Ce qui est fascinant avec le portable, c'est que c'est quand même extrêmement récent. Je veux dire, ah oui, c'est 2008-2009. L'arrivée du smartphone, c'est 2008-2009. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que dans l'histoire longue des techniques, l'automobile, il a fallu 80 ans pour que le truc se démocratise et rentre vraiment dans les usages d'une partie du monde occidental, entre les années 1890 et les années 1970. Le téléphone portable, il a fallu 20 ans, le smartphone, on va dire, l'ordiphone, il a fallu 20 ans pour que, entre la mise sur le marché et la généralisation de l'usage à l'échelle planétaire, se fasse. Donc là, c'est assez vertigineux, c'est fascinant d'un point de vue d'ethnographie des techniques, de voir comment cet objet a remodelé profondément plein de choses. Bon. Donc évidemment, aujourd'hui, il paraît inenvisageable de se passer du téléphone portable. Moi, ça me fascine toujours, parce que ça me paraît tellement simple. Vous en avez pas d'ailleurs vous-même? C'est justement, alors si j'en ai pas, c'est pour plein de raisons. C'est parce que j'étais déjà adulte et j'avais déjà construit mon rapport au monde quand le machin est arrivé, et donc j'en avais pas besoin. Et alors, de fait, aujourd'hui, c'est devenu aussi une expérience ethnographique dans le monde réel. C'est-à-dire ne pas avoir de téléphone portable, même pas de smartphone, j'ai pas eu tout de téléphone portable. J'ai l'impression que je vois plein de petits trucs qui bougent. Juste dans les emmerdes que ça me pose au quotidien sur un certain nombre de choses, c'est assez amusant de voir. Donc justement, c'est une expérience en grandeur nature de voir qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de téléphone portable dans le monde du téléphone portable, qui répond. Et donc, d'une certaine manière, ça m'intéresse comme historien des techniques de faire cette expérience personnelle de ce rapport à la technique. Donc effectivement, c'est très dur de se passer du téléphone portable et de tous ces objets du quotidien qui sont inscrits dans nos rapports, dans nos rapports au monde. Et en même temps, c'est quand même fascinant parce que ça a 15-20 ans. Moi, je m'étais intéressé à l'histoire des cabines téléphoniques. C'est très intéressant. C'est-à-dire que quand le smartphone arrive, le réseau des cabines téléphoniques en Europe occidentale est à peu près à son apogée. C'est-à-dire que depuis les années 70, avant, il y avait quelques cabines téléphoniques dans des lieux publics, dans des gares, dans des bars, dans des hôtels. À partir des années 70, les États ont investi dans des grands projets de cabines téléphoniques pour mettre en place un réseau de téléphones communs dans toutes les communes. En 2010, en France, vous avez une cabine téléphonique partout. Dans tous les villages, 36 000 communes de France, vous avez une cabine téléphonique. Ça avait coûté très cher, il a fallu 30 ans pour installer cette infrastructure, et le truc a été démonté en 5 ans. Puisque le téléphone portable est arrivé en masse, et donc il n'y avait plus besoin. Le principe de la cabine téléphonique n'est pas absurde. Il y avait des coûts d'entretien, il y avait des problèmes d'incivilité, de dégradation de l'infrastructure, mais c'est pas absurde. C'est-à-dire créer un service commun de la téléphonie avec des téléphones mis en commun, distribués sur l'ensemble du territoire.
C'est pas débile en termes environnemental et écologiques. Si on veut généraliser l'accès à la téléphonie un peu partout, bon, donc c'est la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux des téléphones en commun un peu distribués partout, quitte à avoir un marché pour aller en trouver un, ou que chacun ait son téléphone, ordinateur, puisque c'est plus seulement un téléphone, c'est plein d'autres choses, directement dans sa poche. C'est des vraies questions, évidemment, et on voit bien que le téléphone portable répond bien plus aux subjectivités individualistes et consuméristes des citoyens du début du XXIe siècle que ces infrastructures plus lourdes. Bon, tout ça pour dire, oui, bien sûr, c'est dur de se passer. L'électricité, c'est encore pire. C'est-à-dire que l'électricité, c'est un fluide. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde n'était pas encore complètement électrifié. Enfin, et aujourd'hui encore, il y a de grandes parties du monde qui sont pas encore électrifiées. Alors, la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire électrifier. Il y a plusieurs manières d'électrifier. Il y a plusieurs types d'électrification. Il y a d'électrification et il y a plusieurs consommation électrique. Il y a des relations à l'électricité qui peuvent être variables, plus ou moins autonomes. Les grands réseaux, il y a plein de régions du monde qui n'ont pas de grands réseaux, qui ne sont pas connectés par des macro-systèmes techniques électriques, qui nécessitent évidemment des lignes à très haute tension, des infrastructures complexes. Par exemple, c'est tout le débat aujourd'hui en Inde sur le fait que beaucoup de campagnes ne sont pas électrifiées. Donc on essaye de trouver des systèmes d'électrification locaux réduits pour fournir un petit peu d'électricité, pour permettre le fonctionnement d'un téléphone, d'un peu d'éclairage, pour faire fonctionner quelques appareils par exemple, parce que les coûts d'investissement du raccordement par tous les réseaux électriques de l'ensemble de l'Inde coûtent des fortunes. Et aujourd'hui, il y a des projets d'ailleurs gigantesques pour faire aboutir l'électrification. À l'horizon 2050, l'idée c'est que l'ensemble du monde soit intégralement électrifié. L'électricité, c'est un basculement majeur dans notre rapport au monde et à l'énergie, parce que jusqu'à l'électricité, il fallait consommer là où on produisait l'énergie. L'électricité, c'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. C'est-à-dire, c'est une manière de transporter de l'énergie d'un point A à un point B. C'est-à-dire que l'électricité permet ce truc fascinant de faciliter les usages. Parce que l'électricité, évidemment, on ne produit pas d'électricité. Il faut du charbon, du pétrole, des grands barrages, ou des centrales nucléaires. Donc, il y a des systèmes concentrés qui produisent en masse. Et ensuite, le réseau le distribue. Mais ça, c'est fascinant parce qu'évidemment, ça permet la démultiplication des consommations électriques. Parce qu'avant, l'énergie, il fallait la consommer là où elle était. Vous aviez une roue hydraulique, vous installiez l'atelier là où il y avait la roue hydraulique. Vous aviez une machine à vapeur, fallait produire là où il y avait la machine à vapeur. Maintenant, à la fin du 19e, début 20e, on a pu décorréler les deux. Bon, donc l'électricité, c'est majeur. Et notre monde est un monde qui est le produit de l'électricité, sans tous nos artefacts, toutes nos techniques. Donc la question, c'est pas d'abandonner l'électricité pour revenir à un monde préélectrique, mais c'est sans doute d'imaginer d'autres rapports. Et l'un des problèmes de l'électricité, c'est que ça déréalise notre rapport au monde. C'est-à-dire que le côté magique de l'électricité, on appuie sur un interrupteur et la puissance arrive, sans qu'on sache ce qu'il y a derrière la puissance en question, pose un gros problème. Parce que c'est une façon, évidemment, de nous couper de notre rapport concret au monde. Mais c'est l'ambivalence profonde du truc. C'est-à-dire que c'est ce qui fait le miracle et qui nous donne une puissance d'agir formidable. Mais en même temps, ça participe d'une déréalisation de notre rapport au monde. C'est-à-dire on devient des espèces d'êtres, des êtres hors sol, qui ont un rapport complètement abstrait aux ressources. Voilà, la question qui se pose, c'est mais d'où vient l'électricité qu'on consomme? Alors après, c'est variable selon chaque région, chaque pays. Bon, en Suisse, c'est très singulier aussi par rapport à la France, à l'Allemagne. Bon, donc là, on pourrait rentrer. Alors tout ça pour dire, oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais alors, néanmoins, dans l'histoire, il y a des exemples de techniques, déjà de techniques qui ont été présentées comme révolutionnaires, la grande innovation qui allait bouleverser, et puis qui ont été abandonnées ou qui n'ont pas été développées. L'histoire des techniques, c'est un cimetière. C'est-à-dire qu'on ne voit que celles qui se sont imposées après coup, qui ont été mises sur le marché, qui se sont imposées. Mais en réalité, à chaque époque, il y avait 10 000 techniques en concurrence. Il y en a une qui s'impose. C'est d'ailleurs très intéressant en termes d'histoire sociale des techniques de voir pourquoi une s'impose. Et elle s'impose pas juste parce qu'elle est meilleure que les autres. Elle s'impose parce qu'elle est portée par des rapports de force, par des acteurs, par des représentations culturelles qui la font plus adaptée dans tel contexte, etc. Donc ça, c'est important. Il y a des techniques qui sont abandonnées. Il y a des choix techniques qui ont été présentés comme révolutionnaires, qui ont été abandonnés. Prenons juste deux exemples spectaculaires. C'est le Concorde. Dans les années 70, on présentait le Concorde comme l'avenir des mobilités, c'est-à-dire le rêve ultime du progrès, et le transport supersonique généralisé qui permet d'aller à New York depuis Paris en 2 heures. Bon, puis il y a eu un accident et les gens se sont dit après le choc pétrolier, mais n'importe quoi. C'est-à-dire que
Ça n'a aucun sens d'un point de vue énergétique, c'est un objet de luxe ostentatoire pour une minorité qui va mettre le feu au monde. Ça pourrait arriver pour les téléphones portables, vous pensez? Mais en fait, ce qui s'est passé pour le Concorde, parce que c'était particulièrement spectaculaire, visible et voilà, quasiment caricatural, en réalité, on pourrait le dire dans une grande partie de nos objets high-tech contemporains, quoi. Donc c'est le paradoxe. Bon, on pourrait prendre d'autres produits. Enfin, je veux dire, il y a plein de produits qui ont été interdits. Je pense à l'amiante. Quand l'amiante a été mis au point et développé au début du XXe siècle, c'était un produit miraculeux par ses capacités de protéger contre l'incendie et le feu. On en a foutu partout. Et puis voilà, on a décidé de l'interdire, en tout cas en Europe occidentale, parce qu'il continue d'être utilisé dans plein de régions du monde. Mais et on savait depuis le début que ça créait des maladies terrifiantes. Et voilà, donc on peut interdire, on peut abandonner l'usage parce qu'on a conscience des apories de l'usage, et on peut interdire aussi des produits. Le problème, c'est que dans la masse de ce qui est mis sur le marché en termes de produits chimiques, d'innovations diverses et variées, et il y a toujours un retard du législateur, la société est toujours subjuguée par le poids de la publicité, de ces imaginaires, qui fait que voilà, le rapport de force est inégalitaire. On pourrait faire un rapprochement entre l'électricité pour l'énergie et l'Internet pour l'information. Peut-être de cette décentralisation, de pas savoir d'où vient la source du pouvoir, de la puissance, comme vous disiez, et puis peut-être aussi de l'accélération du monde. Toutes les choses se passent de plus en plus vite. Le fait de passer de certains thèmes, la décroissance, à tout d'un coup l'anxiété, l'éco-anxiété, le déni, etc. Ça, c'est peut-être aussi lié à l'Internet, au fait que tout le monde réfléchit en même temps maintenant. Oui, tout à fait. Bon, on peut faire un lien entre l'électricité, évidemment, et l'Internet. De toute façon, l'un est la continuité et l'aboutissement de l'autre, d'une certaine manière. Les réseaux électriques ont créé le modèle des réseaux qui vont ensuite s'appliquer. Aujourd'hui, on arrive à l'aboutissement de ça avec la fibre qui se généralise. Bon. Donc oui, bien sûr, il y a un lien étroit, et de toute façon, sans électricité, il n'y a pas de monde numérique. Donc, tous les gains d'efficacité énergétique qui ont été obtenus au début du XXIe siècle, parce que tout le monde était conscient qu'il fallait faire des gains énergétiques, ont été absorbés par les nouvelles consommations produites par la quincaillerie numérique. C'est assez net depuis 10 ans. C'est d'ailleurs le drame de la situation actuelle, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'adopter des systèmes techniques dont on sait depuis les années 70 qu'ils devraient être sobres sur le plan matériel et énergétique, on ne cesse de mettre sur le marché des objets techniques qui sont de moins en moins sobres. C'est quand même un truc... Et ça, c'est parce que le politique n'arrive pas, selon vous, à imposer une certaine agenda le politique, ou en tout cas et puis même la société. C'est-à-dire qu'on est, depuis la fin du XXe siècle, dans un contexte de mondialisation néolibérale, hyper compétitif, où la capacité de régulation des choix techniques en particulier est particulièrement faible et réduite, au nom du vieil argument qui remonte au 19e de la compétition internationale. C'est-à-dire, si vous adoptez pas ça, de toute façon, le voisin l'adoptera et vous perdrez des points dans la compétition globale, etc. Bon. Donc sur cette base-là, le politique ne peut qu'investir pour accélérer le processus. Et c'est ce qu'il fait en permanence. Et donc les alertes qui viennent de l'État lui-même, je veux dire, les agences de sécurité, les rapports officiels de l'ADEME sur les problèmes écologiques, il y en a plein. Les armoires des ministères sont remplies de rapports d'experts qui disent que ça va pas, quoi. Mais bon... Et l'autre question, pardon, c'était... L'accélération, ça c'est un point très intéressant. C'est le fameux livre d'Helmut Rosa que vous connaissez sans doute, qui s'appelait Accélération, une critique sociale du temps, qui est un philosophe allemand qui a écrit un best-seller il y a quelques années, en 2010 je crois, qui tombait pile parce qu'il mettait le doigt et il analysait un symptôme que tout le monde expérimentait. L'accélération des rythmes de vie, des expériences spatio-temporelles, ce qui explique aussi ce qu'on évoquait au début sur le caractère distendu de notre rapport à l'histoire. Parce que cette accélération participe de ce présentisme. On est tous un peu dans des bulles informationnelles avec des choses qui s'accélèrent. Et évidemment, Internet va contribuer à démultiplier ça parce que l'information chasse l'autre, parce que les sources d'information se démultiplient. Bon, donc ça crée des effets de saturation massive qui participe à l'espèce de burn-out généralisé et collectif. Infobésité, ouais. Voilà, on peut parler d'infobésité, de surcharge informationnelle, tout ça. Mais l'historien dirait, j'ajouterais une chose, c'est que justement ce constat de l'accélération est propre à la modernité capitaliste des 2 derniers siècles.
C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé de faire ce constat de l'accélération et de cette surcharge. On le disait déjà au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, puis avec l'arrivée de la presse de masse, grand public et du quotidien. Il y avait déjà des intellectuels qui faisaient ce constat qu'on était... et certains même disent que le propre du régime d'historicité progressiste de la modernité, c'est l'accélération spatio-temporelle. C'est-à-dire le sentiment que le temps nous échappe, et qui est lié aussi à un autre rapport au temps qui se manifeste par exemple dans la ponctualité. Ça, c'est génial, l'invention de la ponctualité. C'est-à-dire l'invention de la ponctualité, c'est un nouveau rapport social au temps qui cale notre rapport au temps sur la minute. Et ça, c'est absurde, hein. Au XVIIIe siècle, un paysan, il n'y avait pas de montre, son temps était... C'est le soleil, quoi, effectivement. C'était le soleil et les travaux agricoles qui donnaient le temps. Et même les diligences jusqu'au milieu du XIXe siècle, en fait, il n'y avait pas d'horaire vraiment, elles partaient quand tout le monde était là, quoi. Donc, bon, le chemin de fer a joué un rôle important pour éviter les accidents sur le réseau, il fallait mettre des horaires. Et il a fallu inculquer l'apprentissage de la ponctualité aux sociétés occidentales, qui participent de cette nouvelle inculcation de normes temporelles, qui repose à la fois sur la précision, sur la standardisation des normes temporelles, sur la représentation progressiste et sur le sentiment d'accélération. Et l'accélération est liée à cette flèche du temps qui va vers l'avant. Parce que précisément, l'accélération, c'est ce qui nous fait aller vers l'avant. Et ça crée aussi une sorte d'ambivalence et de paradoxe, parce que cette accélération, elle épuise. Et elle donne le sentiment que tout ça nous échappe. Et c'est l'ambivalence profonde de la modernité, en gros. C'est-à-dire que tous ces gains se payent de regrets, et on ne peut pas faire le tri entre les deux. Parce que c'est ça, en fait, le cœur du truc. C'est-à-dire que souvent, on dit, oui, mais non, les techniques sont neutres, ce qu'il faut, c'est les bons usages. La technique en elle-même, elle produit rien, ça dépendra de l'usage qu'on en fait. Il suffit de réfléchir 2 minutes pour se dire que cette idée est d'une débilité profonde. Une automobile, c'est pas juste l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que ça refaçonne le monde. Ça crée des habitudes, ça crée des habitudes, ça crée des flux de matière. Donc, bien sûr qu'un choix technique, ça remodèle le monde, à la fois d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue psychique. Donc, ça a des effets. Ensuite, évidemment, les usages peuvent varier, on peut moduler des choses, mais cette espèce de thématique qui circule, qui est toujours la réponse spontanée qu'on dit lorsqu'on commence à porter un jugement critique sur tel ou tel choix technique, n'a aucun sens. Évidemment que toute technique a des impacts politiques et des impacts sociaux et des impacts environnementaux. Et faire des choix techniques, c'est justement faire le choix d'équipements, d'appareils, d'infrastructures qui ont le minimum. En fait, la question, c'est quel est l'impact d'un choix technique sur le monde et sur nos sociétés. Et on devrait arbitrer à partir de là. Aujourd'hui, les choix techniques se font sur la base d'un arbitrage lié au marché. C'est ce qui permettra le taux de profit le plus important pour un certain nombre d'acteurs économiques. Alors qu'il y a plein d'autres facteurs qui devraient rentrer en ligne de compte. C'est la balance bénéfice-risque. La fameuse balance bénéfice-risque. Le problème, c'est comment on la mesure, à partir de quelles informations, qui diffuse les informations, quel type d'institutions existent pour faire cette balance bénéfice-risque. Et puis de toute façon, les risques sont toujours invisibilisés et minimisés. C'est-à-dire qu'il y a un décalage temporel entre les promesses et les avantages qui sont immédiatement célébrés et diffusés en masse, et les coûts sociaux, psychiques et environnementaux qui mettent des décennies à surgir, à être vraiment documentés. C'est l'éternel drame du lanceur d'alerte et du grincheux qui a toujours raison trop tard. Quand il le dit au début, on le traite de pessimiste invétéré ou de grincheux machin. Et puis quand 30 ans après, on se rend compte il avait raison, le grincheux. Bon, de toute façon, il est trop tard. Puis le grincheux, il est passé à autre chose ou il est mort. Donc mais c'est ça. Et c'est une espèce de course à l'échalote qui est très nette dans le domaine agricole avec la mise sur le marché des produits phytosanitaires et des pesticides divers et variés. Donc vous avez des quantité de molécules diverses qui sont inventées chaque année par les groupes agro-industriels et qui doivent répondre chacun à un problème très précis, segmenté. Et il faut en fait des années pour mesurer les impacts sur le milieu, sur la faune, sur la flore, sur les nappes phréatiques. Et donc ça crée un décalage. Et ça, c'est un problème majeur. C'est-à-dire que les techniques sont vantées et célébrées par leurs promoteurs. En fait, il faudrait interdire tout discours public sur les techniques par ceux qui les fabriquent, dans l'idéal. Il faudrait que... Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudrait interdire la publicité, quoi. Mais non, mais... Et par rapport au discours, justement, sur les machines et les techniques, vous avez étudié les mouvements, en fait, de révolte ouvrière, mouvements ouvriers de révolte contre les machines, la destruction au début du 19e siècle, du mouvement luddite, etc. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ces critiques-là et aussi leur affiliation avec celle qu'on a aujourd'hui concernant l'intelligence artificielle, notamment ? Ouais.
Alors vous avez raison, recentrons un peu le débat sur le terrain. Mais tout est lié, hein, mais... Tout est lié, mais là j'étais en train de partir. Oui, alors moi c'est vrai que c'était il y a 20 ans, quand j'ai commencé vraiment à faire de l'histoire, j'avais fait une thèse de doctorat sur des phénomènes un peu étranges qui étaient des soulèvements ouvriers contre les machines, qui étaient considérés dans l'historiographie un peu avec mépris, condescendance, comme la manifestation d'une sorte de barbarie populaire spontanée, qui n'avait pas compris le sens du progrès qui s'incarnait dans ces nouvelles machines qui allaient créer l'industrialisation du monde. Donc je m'étais intéressé à ça. C'était assez célèbre en Angleterre parce qu'il y avait ce qu'on appelait le mouvement luddite. Et le mouvement luddite, ça désigne des révoltes ouvrières qui ont lieu en 1811-1812 dans les comtés textiles britanniques, du Yorkshire notamment, du Lancashire, donc l'épicentre de ce qu'on appelle la révolution industrielle anglaise, où pendant plusieurs années, des ouvriers vont s'attaquer à des usines textiles et détruire notamment, alors il y a plein de raisons à ces révoltes, mais l'une des raisons, c'est des nouvelles grandes machines qu'installent des capitalistes anglais qui sont accusés de prendre des emplois, de transformer le marché du travail, de dégrader la qualité des productions, toute une série de débats. Et ça aboutit à des émeutes spectaculaires qu'on va appeler le luddisme, parce que les ouvriers dissimulaient leurs actions derrière un personnage un peu mystérieux, une sorte de Robin des Bois qui s'appelait le général Ludd ou le roi Ludd, et ils envoyaient des lettres de menaces aux industriels, aux propriétaires d'usines, en leur disant « Si vous n'abandonnez pas l'utilisation de vos grands métiers à tondre ou à filer, l'armée du général Ludd viendra... nous faire justice, etc. » C'était une manière de faire peur en fait aux industriels en faisant croire qu'il y avait une armée constituée alors que c'était pas le cas. Bon. Puis la presse a relayé ça, ce qui a contribué à donner une visibilité, y compris sur le continent européen. Moi, j'avais trouvé des lettres du ministère de l'Intérieur en France avec des préfets qui étaient effrayés par la possibilité qu'il se passe en France ce qui s'était passé avec les luddites anglais. Donc ouais, il y a eu une crainte d'une sorte de grand soulèvement populaire contre les machines, au moment où les machines incarnaient le sens du progrès, à l'époque où s'installe l'industrialisme et un nouveau rapport au monde. Ouais, c'est vraiment tout au début de l'industrialisation. Hein. Voilà, c'est vraiment tout au début, entre les années 1810, enfin même la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Les dernières émeutes en France de ce type, elles ont lieu en 1848, après la révolution de 48 dont on parlait déjà tout à l'heure, qui a été un grand moment d'ouverture de la parole publique. Les ouvriers ont profité du renversement de la monarchie et de la proclamation de la République pour aller s'attaquer à des machines. Parce qu'ils interprétaient la proclamation de la République comme la possibilité de détruire les machines. Puisque la République, c'était un régime politique qui devait défendre les intérêts des classes populaires. Donc, c'était le droit d'aller, pour les paysans, d'aller dans les forêts pour chercher du bois, d'aller chasser, donc de rompre avec les interdictions d'accès aux communs qui avaient été mis en place. Ou pour les ouvriers, dans certaines, par exemple à Reims, en 1848, il y a une grande émeute des ouvriers fileurs de la ville qui vont attaquer l'usine d'un industriel qui avait mécanisé avec des nouvelles grandes machines dans les années précédentes. Donc je me suis intéressé à tous ces mouvements un peu qui étaient un peu considérés avec condescendance et misérabilisme et par l'historiographie dominante. Et moi, mon projet, c'était juste d'essayer de comprendre et d'historiciser ces conflits du travail, ni de les héroïser, mais d'essayer de les comprendre. Et alors tout ça s'inscrit dans un contexte qui rejoint un peu votre première question, c'est qu'on est au début du XXIe siècle. Et à une époque où les luddites reviennent sur la scène publique, notamment autour de la controverse OGM. En 2002-2003, il y a les faucheurs d'OGM, les sabotages de champs d'OGM. Et moi, je me souviens, dans la presse, il y avait des articles retour des néoluddites. Voilà. Et c'était fascinant de voir les usages du passé par un certain nombre de promoteurs de ce nouveau choix technologique qui devait révolutionner l'agriculture, faire disparaître la faim dans le monde. Et les faucheurs d'OGM étaient considérés comme des espèces de primitivistes, de barbares, qui n'avaient pas compris le sens du progrès scientifique, qui allait permettre une nouvelle révolution verte. Comme les ouvriers, en somme. Et donc il y a un parallèle qui était fait par les acteurs eux-mêmes dans le présent avec le ludisme. Et d'ailleurs, le mot ludisme en français était très peu connu, parce que en Angleterre, c'est très célèbre, c'est le point de départ du mouvement ouvrier britannique, c'est le ludisme. C'est des révoltes ouvrières qui font surgir la condition des prolétaires sur la scène de l'histoire. En France, pas du tout. En France, c'est la révolte des canuts, c'est d'autres traditions. Donc les luddites étaient assez peu connus. Et bon, donc les faucheurs d'OGM ont contribué à visibiliser. Donc c'est dans ce contexte-là, moi, que j'ai commencé à m'intéresser à ces objets. Et en fait, j'ai voulu comprendre, mais qu'est-ce que c'était le ludisme, dans quel contexte ça s'inscrivait. Donc moi, pour dire en 2 mots ma conclusion, c'est que donc j'ai étudié toute une série de conflits de ce type, leur réception, les débats que ça a suscité, et
Donc ma conclusion, c'est que toutes ces révoltes témoignent d'une époque où il n'y a pas encore de fascination pour le progrès technique, où les machines, pour la plupart, en fait, sont insérées dans des rapports socio-professionnels, les anciennes corporations qui se fissurent. Ces ouvriers sont pas contre le progrès technique en général, parce que pour eux, ça n'a aucun sens, le progrès technique en général. Ils sont contre des machines très précises qui remettent en cause leur qualification, qui remettent en cause leur travail dans certains contextes, notamment dans les périodes où un tiers, que ce soit en Angleterre en 1811-1812, en France en 1830, en 1848. À chaque fois, quand les ouvriers brisent des machines, c'est des périodes où un quart de la main-d'œuvre, un tiers de la main-d'œuvre n'a pas de travail, où c'est la misère, où il y a une crise de surproduction. Et donc, c'est le moment où les industriels choisissent d'installer des grosses machines qui vont accroître encore la surcharge et la productivité du travail. Donc, en fait, et les ouvriers ne tiennent jamais des discours contre la machine en général. Les ouvriers sont des techniciens qui travaillent avec des machines. Ils s'opposent à certains choix techniques qui, dans certains contextes, leur apparaissent inacceptables. Et d'ailleurs, c'est pas les ouvriers contre les patrons à cette époque-là. C'est certains patrons contre l'ensemble des communautés de travail. Par exemple, dans plein de villes où il y a des conflits autour de l'arrivée des grandes machines, c'est un des patrons qui fait venir d'Angleterre une grande machine à tondre le drap, par exemple, qui a suscité beaucoup de conflits dans les années 1820-1830, et qui suscite l'opposition de tous les autres. Les autres concurrents, les patrons qui lui disent, mais en fait, en introduisant cette machine, tu romps le pacte local de concurrence juste et équilibré. En introduisant, donc voilà, il y a et en fait, ces conflits, c'est des négociations socio-techniques autour des choix d'investissement dans le capitalisme naissant. À une époque où les rapports de force étaient encore relativement équilibrés entre un patronat qui était en fait des petits patrons, des petites structures productives, et un monde ouvrier qui possédait un savoir-faire, qui définissait son rapport au monde par la possession de qualifications, qui était remis en cause par ces évolutions techniques. Donc voilà. Donc j'ai essayé de complexifier cette approche, ni pour héroïser ces ouvriers qui auraient été les précurseurs d'une lutte. Dans les années 90, il y a un Américain qui s'appelait Kirkpatrick Sell, un théoricien écologiste, qui avait écrit un bouquin et qui avait théorisé ce qu'il appelait le néoludisme, pour s'opposer à l'informatisation du monde. Il expliquait dès 95 que l'informatisation du monde allait aboutir à une catastrophe écologique, et il avait appelé à la mise en place d'un mouvement néoludite qui s'opposerait à l'ordinateur. Et alors c'était intéressant parce que donc ça c'était typiquement dans la culture contestataire, écolo nord-américaine, qui est arrivée plus tard en France, où voilà, la figure du ludisme est devenue en fait un mythe historique utilisé dans les luttes contemporaines. Et on le retrouve par exemple avec l'intelligence artificielle, parce que là on parle beaucoup de destruction d'emplois notamment. Alors voilà, donc pour le lien, pour répondre à votre question avant d'arriver à l'IA, la question donc voilà, moi je me suis beaucoup intéressé à ces débats sociaux autour des machines, et j'ai essayé de montrer que c'était plus complexe, que ces ouvriers, ils n'étaient pas contre le progrès technique en général, mais justement, ils pensaient pas que les machines étaient neutres. Ils s'opposaient pas aux machines en général, ils s'opposaient à telle machine qui cristallisait en fait des rapports sociaux de production inégalitaires au profit d'autres modes de production, etc. Et tout ça a été monté en épingle aussi. C'est-à-dire que les ludites ont été utilisés très tôt par les économistes libéraux, notamment pour cadrer le débat sur les choix techniques. D'un côté, vous avez les obscurantistes qui n'ont pas compris le progrès, et le rôle de la science économique, c'est d'expliquer le sens du progrès. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Jean-Baptiste Say, l'un des grands théoriciens de l'économie politique en France, qui écrit son traité d'économie politique en 1806, qui va être réédité, qui va devenir l'une des bibles de l'économie politique, qui se professionnalise à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est l'économie politique? C'est la science chargée de dire l'origine des richesses. Et l'économie politique devient industrialiste au début du XIXe siècle, libérale et industrialiste, c'est-à-dire que c'est par la libéralisation des marchés et c'est par l'innovation technique que se fera l'abondance matérielle par la maîtrise des ressources premières et de la nature. Et que dit Jean-Baptiste Say? Ce qui est intéressant, c'est que dans son traité en 1806, avant même le ludisme, Jean-Baptiste Say en fait, fait un chapitre qui s'appelle « Des machines ». Et dans ce chapitre qui s'appelle « Des machines », il répond aux ouvriers. Et en fait, tout le chapitre est construit comme une sorte de réponse aux ouvriers qui, en fait, le 14 juillet 1789, à Rouen, vous avez en place publique à Rouen des ouvriers qui brûlent une machine anglaise qui avait été importée par un fabricant qui était accusé de foutre le bazar dans la communauté des fileurs de coton rouennais. Donc cette idée qu'il y a des bris de machines, des conflits sociaux autour des machines, c'est quelque chose qui intéresse et qui inquiète. Et donc l'économiste explique dans tout son chapitre, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas briser les machines et pourquoi est-ce que les machines sont la condition du progrès. Et c'est notamment là qu'il invente ce qu'on appelle la théorie du déversement, qui est toujours utilisée aujourd'hui. Ou du ruissellement. Ouais. Ou du ruissellement, qui est une modalité récente de la théorie. Alors,
C'est pas tout à fait la même chose, parce que la théorie du déversement, c'est l'idée que, certes, les machines prennent des emplois. D'ailleurs, c'est leur fonction. Accroître la productivité du travail, c'est-à-dire permettre de réaliser davantage de choses en une même unité de temps. Mais ce que dit Jean-Baptiste Say, c'est que en augmentant la productivité, certes, on fait disparaître des emplois et on transforme les savoir-faire impliqués dans l'acte productif, mais en même temps, on augmente la richesse productive, la richesse produite globalement. Et donc, en augmentant la richesse produite globalement, on crée d'autres emplois dans d'autres secteurs. Et donc, il n'y a pas de chômage technologique, dit-il, il n'y a qu'un problème d'adaptation du marché du travail, et donc il faut déverser les ouvriers qui sont rentrés en crise dans un secteur dans les nouveaux secteurs qui vont être créés mécaniquement par l'augmentation de la richesse produite et induite par cette transformation des contextes productifs. Et donc Jean-Baptiste Say, dès 1806, il nie pas qu'il y a un problème social lié aux machines, ce qui dit que c'est juste un problème d'inadéquation entre le marché du travail. Et donc il dit il faut faire deux choses. Il faut que l'État mette en place des mesures sociales de transition et il faut mettre en place des processus de formation professionnelle pour permettre aux travailleurs de se reformer dans de nouvelles activités qui émergent. C'est exactement ce qu'on a maintenant dans le discours public. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui dans le discours public. Depuis 200 ans, depuis un petit peu plus de 200 ans maintenant, et là, c'est vraiment à ce moment-là que ça émerge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Jean-Baptiste Say s'adresse directement aux ouvriers du coton. Il parle aux ouvriers, il leur explique, il leur fait un petit cours, un petit catéchisme d'économie politique pour leur expliquer ça. Et bon, ça, cette idée, c'est l'idée qui devient l'espèce de dogme de l'économie politique libérale, industrialiste, en permanence jusqu'à aujourd'hui, qui ressurgit à chaque époque, à chaque génération, à chaque moment de résurgence du débat sur les machines, que ce soit à la fin du 19e siècle, dans les années 1930, dans les années 1970, et aujourd'hui avec le déferlement numérique et de l'IA, le débat naît, et le débat est cadré de la même façon. Vous avez d'un côté des travailleurs qui s'inquiètent de la disparition de leur emploi, de la redéfinition des qualifications professionnelles, et vous avez de l'autre côté des libéraux qui expliquent que c'est la voie du progrès, il n'y a rien à faire, il faut juste que l'État mette en place les bonnes mesures d'ajustement pour permettre la transition. Bon. Donc, ce qui est intéressant aussi, et là il y a une différence entre ce qui se passait au début du XIXe siècle et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que deux économistes américains avaient expliqué dans un bouquin qui s'appelait Le Nouvel Âge des machines, où je crois que c'était vers 2010, au moment où je commençais à surgir vraiment l'IA, l'idée d'une sorte de bouleversement de tous les emplois. C'est le moment où les rapports commencent à surgir sur le cataclysme de l'IA pour le marché du travail. Bon. Et donc, eux, ce qu'ils disent, c'est en fait, il y a un problème avec les nouveaux processus d'automatisation des tâches. C'est que, historiquement, depuis le début du capitalisme industriel, la mécanisation et l'automatisation avaient comme fonction d'automatiser les tâches considérées comme difficiles, nécessitant souffrance au travail, investissement du corps, etc. C'est le vieux mythe du fait que, grâce à l'automatisation et à la mécanisation, en fait, l'ouvrier va devenir une sorte de pure intelligence qui contrôle des artefacts et il va pouvoir se recentrer sur ce qui est le cœur de la spécificité de l'être humain, c'est-à-dire ses savoirs, ses connaissances, ses capacités cognitives, qui aboutissent à la fin du XXe siècle avec tout le mythe de la société de la connaissance. Donc là, on a une vision assez un peu binaire en plus du travail. Il y a d'un côté les activités productives de force manuelles qui pourraient être supprimées ou automatisées, et puis de l'autre côté, vous avez des activités intellectuelles, de contrôle. Donc on laisse les machines faire les tâches difficiles, et puis nous, on devient des espèces de managers de l'automatisation, quoi. Bon, déjà, c'est une vision très simpliste de ce qu'est le travail manuel, qui implique autant compétences cognitives que tâches physiques. Bon, mais admettons. Et là, ce qui se passe, ce que disent ces deux économistes, le problème, c'est qu'avec l'IA introduit, enfin l'IA, en tout cas les mécanismes d'automatisation des compétences cognitives complexes rendent possible en fait la mécanisation de ce qui était considéré comme le propre de l'homme. Et là, il y a peut-être un problème qui rompt avec l'utopie de l'automatisation comme voie d'émancipation de l'humain. C'est que là, en fait, c'est l'horizon potentiel d'une automatisation en fait des tâches qui étaient considérées comme non mécanisables. Traduction. Voilà, bon. Et donc c'est là que ça contribue un peu à cette espèce à la fois de réactivation du débat dans les mêmes cadres qu'auparavant, mais avec l'introduction de nouvelles choses évidemment. Et donc c'est tout le délire de l'IA. Alors l'IA, il y a deux choses. Enfin, j'ai envie de dire deux choses là-dessus. Enfin, j'y connais rien. Il y aurait plein de choses à dire, mais l'IA c'est un vieux truc. Déjà dans les années 50, l'IA c'est un argument promotionnel qui a été inventé par les informaticiens, les premiers informaticiens pour
intéressé les pouvoirs publics et les financeurs. Donc c'était un horizon utopique qui renaît régulièrement et qui redisparaît régulièrement. Ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, c'est juste qu'avec l'Internet, la masse de données disponibles et qui peut être absorbée devient gigantesque. Et ce qui manquait aux techniques d'IA anciennes, c'était justement la possibilité de disposer de données massives. Puisqu'en fait, l'IA, c'est pas de l'intelligence, c'est juste... C'est des probabilités, ouais. C'est des probabilités et c'est la capacité de recracher ce qui a été absorbé sur l'intégralité de ce qui est produit dans le monde par tous les contenus qui sont mis en ligne, etc. Donc bon, donc c'est pas de l'intelligence, mais évidemment la masse de ce qui est absorbé. Puis bon, en plus l'IA, il y a plein de Kazili et des sociologues qui montrent que c'est pas juste des processus magiques ou immatériels. L'IA, il faut nourrir la machine. Donc l'IA, c'est aussi la réinvention d'un nouveau prolétariat qui nourrit, qui fait marcher, qui fait travailler ces machines qui apprennent. Donc derrière la figure du robot conversationnel ou de l'IA qui arrive là et qui nous parle, en fait derrière il y a plein de choses qu'on voit pas. Et puis derrière l'IA, donc premier problème de l'IA qui introduit une nouveauté, hein, c'est cette question de la mécanisation et de l'automatisation de tâches qui étaient considérées comme le propre de l'homme. Et donc ça pose évidemment un problème. Deuxième dimension aujourd'hui, plus que dans le passé, c'est la question écologique. C'est ça, on en revient à ça, ouais. On en revient là. Parce que c'est extrêmement gourmand en énergie, à tel point que même des grandes firmes comme Microsoft disent qu'elles ne pourront pas atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés dans leurs agendas et voilà, de contrôle des émissions, etc. quoi. Quand on voit les courbes de croissance énergétique des grands GAFAM, là, c'est assez vertigineux parce que dans les années 2010-2015, ils annonçaient que grâce au progrès technique, ils allaient diminuer leur consommation. Et en fait, l'arrivée massive de l'IA, qui est quand même un truc très récent, hein, enfin, ChatGPT, c'est 2022. C'est-à-dire que vous vous rendez compte un peu de la rapidité du truc en 3 ans? C'est la technique qui a été la plus rapidement adoptée massivement. Et là, en 3 ans, c'est devenu à la fois le thème de conversation dominant, ça a remodelé notre imaginaire du progrès, notre discours sur l'innovation, les discours politiques, enfin, c'est vertigineux. Et on a même du mal à saisir tout ce qui se passe, parce que c'est tellement récent et rapide, etc. Mais voilà, mais l'autre point, au-delà de ça, c'est la question environnementale. C'est-à-dire que l'IA, encore une fois, ça rejoue ce qui s'est passé dans les années 90 avec l'informatique et les débuts de l'Internet. C'est-à-dire que l'IA, c'est pas un truc magique. C'est des équipements techniques très matériels et c'est des consommations énergétiques gigantesques pour faire fonctionner tout ça. Alors derrière, il y a toute une série de promesses qui annoncent que grâce au progrès technique dans l'informatique, il va y avoir une efficacité croissante qui fait que les coûts énergétiques vont diminuer. Mais en même temps, comme la quantité de données et l'augmentation des usages, ben, on est en plein dans ce qu'on appelle les effets rebonds de tous les côtés. Et donc voilà, et ça aujourd'hui, c'est sans doute la grande nouveauté, c'est que pendant 2 siècles, les questions écologiques et environnementales et les coûts environnementaux et écologiques de nos infrastructures techniques d'automatisation ont pu être laissés sous le tapis parce que les matériaux étaient extraits de plus en plus loin dans les flux de mondialisation et du colonialisme, et les déchets étaient rejetés, invisibilisés, et on pensait que bon, ça serait absorbé, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, les limites planétaires font qu'on ne peut plus invisibiliser ces problèmes. Donc la question de l'IA, il faut la poser dans ces différentes dimensions. Le coût écologique, le coût environnemental et le coût social. Et les deux ne peuvent pas être séparés. Et il faut trouver une manière de les penser de façon dialectique et ensemble. Et ça pose peut-être aussi, on peut en revenir à ça, la question de la décroissance ou de l'économie stationnaire, ou comment cette vision-là pourrait aussi permettre de s'insérer ou de résoudre un certain nombre de problèmes. Peut-être qu'on peut en parler pour conclure cet entretien, si vous voulez. Avant que le temps imparti nous... Ouais, mais... Parce que vous avez une conférence après, donc... Alors, si vous voulez... Oui, bah alors voilà, tout à fait. Bon, alors ça on pourrait faire tout un entretien là-dessus spécifiquement. Hein. C'est un sujet vaste et très intéressant. Bon, l'idée d'état stationnaire, c'est une vieille idée. C'est la vieille idée qui remonte au début de l'économie. Hein. L'économie, comme science au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est d'abord une science de la gestion de la rareté. C'est-à-dire que chez les mercantilistes, chez les physiocrates, la richesse vient du sol, il y a des limites environnementales et des limites physiques, il n'y a pas de pensée de l'expansion illimitée et infinie. Au XIXe siècle se met en place une nouvelle théorie économique, qu'on va appeler pour faire simple l'économie politique libérale et industrialiste, dont Jean-Baptiste Say et plein d'autres, Ricardo en Angleterre et plein d'autres sont des représentants, vont sortir un peu de ce vieux modèle économique, qui était aussi celui du premier libéralisme avec Adam Smith, en fait, avec cette idée qu'en réalité, il n'y a pas de limite planétaire, il n'y a pas de limite physique et naturelle.
Puisque précisément, c'est le rôle de la science économique de trouver des réponses pour créer une expansion infinie. Et quelle est la réponse de l'économie politique? C'est l'élargissement des marchés et le progrès technique. Et ces deux outils doivent permettre de lever toute limite environnementale. Parce que grâce au marché et grâce au progrès technique, on pourra toujours substituer. C'est-à-dire que si vous avez plus assez de matière, on trouvera une autre, ou on trouvera une technique qui permettra de substituer une matière à l'autre. C'est ce qui s'est passé avec, par exemple, le passage, l'arrivée du pétrole. L'arrivée du pétrole était censée être le miracle technique, la mise au point du moteur à explosion, qui a été le miracle technique qui permettait de dépasser les limites du charbon. Parce qu'on savait déjà dans les années 1860-70 que les réserves de charbon en Europe occidentale allaient atteindre leurs limites au milieu du XXe siècle. Donc il fallait trouver. Donc il y avait toujours. Donc grâce finalement au marché, c'est-à-dire on va chercher du pétrole dans les pays où il y en a, et grâce aux techniques, la mise au point de nouveaux moteurs qui permettent d'utiliser ce nouveau flux. En fait, il n'y a pas de limite environnementale. Il y a qu'une ingéniosité humaine qui permet de lever les blocages écologiques. Et ça se rejoue en permanence. Le nucléaire, c'était pareil, le gaz, c'était pareil. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas de substitution. C'est-à-dire qu'on consomme plus de charbon aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. Parce qu'en fait, le pétrole s'ajoute au charbon et les manières de consommer le charbon se transforment. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà. Mais ça, c'est le cœur et qui nous enferme aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant 2 siècles, et on pense encore ça, on pense que, en fait, il n'y a jamais vraiment de vrais problèmes écologiques. Les problèmes écologiques sont que des problèmes techniques. Parce qu'on n'a pas le bon... il suffit juste de modifier les marchés, les flux d'approvisionnement et de trouver la bonne innovation qui va nous permettre de lever tel blocage ou tel blocage. Or, donc ça, c'est vraiment la mythologie de l'économie politique standard qui fonctionne à plein. Des gens comme Philippe Aghion, tous ces économistes de l'innovation complètement hors sol, qui pensent le monde en fait comme une sorte d'abstraction. C'est-à-dire qu'il y aurait la société, les rapports économiques qui seraient au-dessus du monde physique, qui aurait sa propre logique de fonctionnement. L'économie, c'est rien de plus que l'agencement de flux de matière qui viennent de la terre, du monde, du sous-sol. C'est juste des manières d'agencer ça. Donc évidemment, aujourd'hui, la question des limites planétaires se pose d'une manière tout autre. Donc il y a d'un côté les économistes qui maintiennent leurs vieilles croyances, donc qui imaginent le nouveau réacteur nucléaire, les techniques de décarbonation, les technologies vertes miraculeuses qui permettront de lever toutes les limites planétaires et écologiques. Puis vous avez d'autres, comme Timothée Parry, aujourd'hui, qu'on a reçu effectivement, ouais. Que vous avez reçu et qui est l'une des figures les plus visibles d'une économie politique décroissante aujourd'hui. Bon, et en fait, vous avez cette autre tendance qui a toujours existé depuis 2 siècles, mais qui a été toujours invisibilisée, marginalisée par rapport à cette économie qui est devenue standard et dominante, y compris dans l'enseignement, dans les médias, comme conseiller du prince, partout. Bon, c'est normal, hein, ils sont auto-reproduits. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais... Et vous avez toujours une économie critique, qui est très ancienne, hein, au XIXe siècle. Plein d'économistes qui ont réfléchi à ce qu'ils appelaient la croissance, une économie stationnaire. Parce que beaucoup d'économistes disaient, non, en fait, l'économie, c'est toujours une manière de négocier et d'agencer avec les flux de matière disponibles. Et donc, il y a quand même des limites. Mais évidemment, l'idée de limite physique, biologique, environnementale est devenue scandaleuse au XIXe siècle parce que contradictoire avec le grand projet prométhéen d'émancipation qui passe par l'innovation technique qui nous permet justement de lever les déterminismes naturels. La modernité et le progrès, c'est conçu comme une manière, non pas de s'articuler avec les déterminismes naturels, mais de les dépasser, les rendre invisibles. Et ce qu'il faut réapprendre aujourd'hui, c'est à négocier avec le monde vivant, avec les limites physiques, qui, n'importe quelle grand-mère qui a son potager, sait bien que les framboisiers, ils poussent pas au-delà d'une certaine taille. Que, bon, non, je veux dire, voilà, donc c'est juste les constats scientifiques de l'écologie contemporaine, des sciences du vivant actuel, c'est juste rappeler que le monde est fini, il y a des limites physiques, que l'ingéniosité humaine peut négocier, peut réagencer ça de différentes manières, mais qu'elle est toujours, in fine, obligée de négocier avec ses limites. Bon. Ça a été invisibilisé. Les 2 guerres mondiales ont joué un rôle majeur dans l'invisibilisation de tout ça. Bon, ça a ressurgi massivement dans les années 70. C'est là qu'apparaît la notion de décroissance chez un auteur qui s'appelait notamment Georges Escureugen, qui était un économiste qui va s'opposer à l'économie orthodoxe dominante et qui était un économiste physicien et qui va coupler la théorie économique avec la théorie de l'entropie, de la thermodynamique et dire non, en fait l'économie elle repose in fine sur des contraintes physiques qui sont inéluctables. Donc il va formuler ça va donner naissance dans les années 80 à toute une série de courants écologiques et économiques qu'on appelle l'économie écologique ou la bioéconomie, c'est-à-dire des tentatives de refonder des modèles économiques
fondée sur la prise en compte des cycles du vivant et des matérialités, c'est-à-dire une économie politique qui serait plus réaliste, parce qu'elle ne serait pas hors sol, détachée du monde physique, mais elle serait directement en prise avec les savoirs physiques. Évidemment, la question du changement climatique va porter ce débat au cœur de l'espace public, et puis il va y avoir un consensus scientifique, c'est-à-dire que le changement climatique, c'est un problème environnemental parmi des tas d'autres. Mais c'est celui qui va être le plus thématisé, sur lequel va se construire un consensus scientifique armé par des rapports des institutions internationales qui vont aboutir à l'intégration de ce thème dans les politiques publiques. Et le changement climatique, c'est juste une limite physique. Mais pour autant, l'idée de décroissance aujourd'hui est considérée un peu tabou. Alors voilà. C'est-à-dire qu'il y a les questions amish, notamment Macron parlait de ces gens-là, de ces économistes comme des tendances amish. Enfin, c'est alors la décroissance, voilà. Alors c'est une question. Donc, vous voyez, le mot apparaît dans les années 70. André Gorz l'utilise, Georges Skurogun va être l'un de ceux, mais c'est des auteurs qui sont un peu marginaux, peu visibles. Pourquoi est-ce que le mot décroissance commence à émerger à cette époque-là? C'est en réaction au terme de croissance. La croissance, il faut bien voir, c'est un truc récent. La croissance qui s'incarne dans le PIB, ça naît dans les années 30 aux États-Unis. C'est des outils macroéconomiques qui sont inventés dans le contexte de la crise des années 30 pour sortir l'économie américaine du marasme dans lequel elle était, en inventant des outils de pilotage du système économique par des indicateurs macro. Et à partir de 1945, le modèle du PIB va se généraliser via les institutions internationales dans les politiques publiques de l'ensemble des pays industrialisés, puis à l'échelle du monde. Et ça va devenir une sorte de boussole. Donc la notion de décroissance, en fait, c'est une notion provocatrice qui réagit à la nouvelle idéologie dominante de la croissance. C'est-à-dire que la croissance, ça devient l'autre mot du progrès dans les années 50-60. C'est-à-dire que vous avez dans les infos, la croissance va bien. Donc voilà, donc tout va bien. Mais ça veut rien dire. La croissance, c'est une certaine mesure de l'activité économique par le PIB. Bon, c'est très discutable. Et c'est comme le progrès. Ça peut être on parle toujours de croissance économique, mais ça pourrait être une croissance du bonheur, de la santé. Voilà. Enfin, voilà. D'où l'apparition dès les années 80-90 de tout un débat sur les indicateurs alternatifs qui viserait à sortir de ce simplisme du PIB pour complexifier cet indicateur. Bon, ça n'a jamais complètement abouti. Bon, donc la décroissance, c'est une notion qui disparaît un peu dans les années 80-90 pour les raisons que j'évoquais, qui renaît au début du XXe siècle, notamment en France. En 2002-2004, il y a un grand colloque qui est organisé à Paris puis à Lyon sur la décroissance. Il y a Ivan Illich, il y a toute une série d'intellectuels qui sont là. Il y a un journal qui est créé dans la foulée qui s'appelle La Décroissance, qui va remettre dans l'espace public en circulation ce terme. Mais évidemment, ce terme va être mis en circulation dans le débat politico-intellectuel par des militants radicaux, un peu provocateurs, joyeusement provocateurs, on va dire, et qui va contribuer à en faire évidemment une marginalité. Et en fait, ce mot va devenir un bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est fascinant de voir depuis 20 ans tout ce qui est dit comme absurdité autour de cette notion de décroissance. Et tout le monde accuse l'autre de décroissance. C'est vertigineux. L'extrême droite dit que Macron fait de la décroissance. Pour disqualifier l'écologie politique, on dit qu'ils font de la décroissance. Bon, donc ça n'a aucun sens. Alors que même qu'en réalité, toute personne à peu près sérieuse ne peut que faire le constat que, évidemment, il faut une décroissance matérielle, il faut une décroissance des flux énergétiques, il faut une décroissance des pratiques de consommation. Et quand on parle de décroissance, on parle de ça. Il faut faire décroître les flux de matière des sociétés industrialisées avancées. Alors il y a toujours l'argument en disant « Ah oui, mais ça c'est bien une vision de riches et les pays du Sud, on va pas leur intéresser à la croissance. » Mais il n'est pas question de ça. Ceux qui parlent de décroissance parlent des pays du centre industriel capitaliste et consumériste, et ce qu'ils veulent faire décroître, c'est les flux de matière de ces systèmes économiques. Bon, et de fait, l'économie européenne notamment est en décroissance, puisqu'il n'y a plus de croissance du PIB. Il y a encore une croissance du PIB très modérée et très molle. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette notion de décroissance, jusqu'en 2015, c'était en fait un mot, comme disait Serge Latouche, qui est l'un des grands théoriciens, penseurs, introducteurs de cette notion. Serge Latouche disait « c'est un mot au but ». Latouche disait, en fait, c'est un mot au but pour provoquer, pour accompagner un changement d'imaginaire. C'est un mot au but qui vise à l'athéisme, c'est-à-dire qui vise à s'opposer à la nouvelle religiosité de la modernité qui s'incarne dans la croissance. Donc, on va vous dire, en fait, la décroissance. À partir de 2010-2015, ça a été notamment, le mot décroissance est rentré dans la sphère académique, dont Timothée Parry est une bonne illustration.
Et il a acquis une certaine respectabilité. Et il y a notamment des jeunes économistes qui ont essayé de prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, c'est plus juste une provocation contestataire pour imaginer un autre monde. On va essayer de construire des modèles macroéconomiques de décroissance. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Notamment dans le monde anglo-américain, vous avez eu les degrowth studies qui sont apparus. Vous avez de plus en plus de travaux. Et ça, c'est intéressant. Timothée Parikh fait une thèse d'économie sur la décroissance. Ça, en 2010, ça aurait été totalement inenvisageable et impossible. Et encore plus d'obtenir un poste à l'Université de Lausanne avec une thèse sur la décroissance. Aujourd'hui, c'est possible. Donc ça témoigne bien d'un basculement. Et alors, dans le contexte français, le terme reste complètement impossible à utiliser, mais dans d'autres contextes, y compris dans le monde anglo-américain, le terme a acquis davantage de légitimité, de visibilité dans le débat intellectuel, y compris dans le champ économique. François Jarige, nous arrivons au terme de notre entretien. On pourrait encore évidemment discuter des heures sur ces sujets, mais voilà, il y a une limite temporelle de votre conférence. Et il faut accepter les limites. Exactement, on en parlait justement. Mais nous avons quand même l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités, donc si vous avez encore quelque chose à ajouter maintenant, vous pouvez le faire dans quelques minutes. Oh là, non, oui, en plus, j'ai pas réfléchi du tout. J'ai vu qu'il y avait marqué carte blanche. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent avec leur carte blanche? J'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, je vous remercie pour votre invitation. C'est jamais facile ce genre d'exercice consistant à répondre à bâton rompu pendant 1h30 avec quelqu'un. En plus, on est filmé, on va être projeté sur le numérique et le net après. Il y a toujours un côté un peu fascinant. En plus, quand on parle comme ça spontanément, sans notes, sans avoir préparé, le risque et la possibilité de dire des conneries est démultiplié. Je pense que vous en êtes bien sorti. On verra, mais en tout cas, voilà, ma carte blanche, c'est de dire, je m'excuse par avance auprès des auditeurs s'il y a des choses qui les ont heurtés ou des approximations trop massives qui ont été dites. Mais bon, j'ai fait mon possible. François Jarige, merci pour cet entretien.